sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi je me fais du cinéma. Et sur l'écran noir du Saint-Joseph, au programme cette semaine... Au fait, le Saint-Joseph, c'est quoi? C'est où? C'est le cinéma associatif de Sainte-Marie, à Pornic. Mais encore? Un cinéma 100% bénévole, 0% pub, 100% cinéma. Cinéma. 100% cinéma, c'est l'heure, le jour de la présentation des films qui seront proposés au public du cinéma associatif Saint-Joseph de Sainte-Marie-sur-Mer à Pornic pour cette semaine du 11 au 17 juin. Et ces films vous sont présentés par Anne et Nathalie. Bonjour à vous deux. Bonjour Jim. La venue de l'avenir, j'ai bien séparé la venue. Très bien articulé, la venue, effectivement. C'est un film de Cédric Klapisch, avec entre autres Suzanne Lindon, qui est la fille de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Et puis il y a Vincent Macaigne, Abraham Wapler, et aussi un peu un invité, Sarah Giraudot et Cécile de France, par exemple. C'est un film qui a été présenté à Cannes hors compétition, et c'est une sorte de roman familial. Ça démarre en 2025, suite à la mort d'une ancêtre commune qui s'appelait Adèle. La famille, c'est-à-dire une trentaine de descendants qui sont cousins plus ou moins éloignés, mais qui ne se connaissent pas, ils apprennent qu'ils héritent d'une vieille maison abandonnée depuis 1944, donc ça fait un bail, en Normandie. C'est une maison en piètre état. Elle doit être détruite pour construire un centre commercial. Elle a été reprise par la ville. Donc il faut faire l'inventaire. Et la famille finit par déléguer 4 des descendants pour s'occuper de l'affaire. Et on peut dire qu'il y avait du boulot. La maison était pleine de vieilles photos, de lettres, de souvenirs divers et variés, des bibelots, etc. Et en particulier, un superbe tableau impressionniste, le très joli portrait d'une jeune femme brune assise dans l'herbe. Est-ce que ce serait Adèle? Question. Ils font des recherches généalogiques. Ils découvrent que leur aïeule, Adèle, a quitté le pays en 1895, à l'âge de 20 ans, pour partir à la recherche de sa mère. Et la jeune fille prend vie devant nous, littéralement, dans des flashbacks, à moins que ce ne soit des rêves, quelquefois on se demande, qui nous ramènent dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Cédric Klapisch nous explique que ce qu'il a voulu au départ, c'est montrer vraiment cette fin du XIXe à Paris en pleine révolution industrielle, en pleine révolution culturelle aussi, au moment de l'invention de la photographie, au moment de la naissance de l'impressionnisme. C'est une période passionnante qu'il nous fait découvrir avec émerveillement, vraiment. C'est une vraie déclaration d'amour à l'art, une déclaration d'amour aussi au Paris de l'époque. C'est un bon Klapisch. À voir. Le dernier Klapisch, la venue de l'avenir. Marco, l'énigme d'une vie. Oui, nous allons parler d'un film espagnol qui va être projeté dans notre cinéma en version originale. Il est sorti récemment et c'est un drame. Les 2 réalisateurs, Héctor Arregui et John Garano, explorent la vie d'Enric Marco, un Espagnol qui s'est accroché obstinément à un mensonge selon lequel il avait été interné dans un camp nazi. Le film s'inspire d'une histoire vraie, celle d'Enric Marco, qui est né en 1921 et qui est mort en 2022. Le film a été récompensé au Goya pour la magistrale prestation de l'acteur catalan Eduard Fernández. Le film se savoure comme un thriller, questionne la manière dont un homme perd tout lien avec la réalité. C'est le portrait d'un menteur pathologique. L'intérêt du film est le contexte politique de l'Espagne et son regard sur les années 30 et 40, le regard sur la Shoah et la mémoire douloureuse des années Franco. Sans doute un film intéressant et laissons-nous porter par quelque chose un peu différent. L'Espagne qui, même à l'heure actuelle, a toujours du mal à sortir encore des années Franco, qui divise encore les familles. Oui. Ouais. Marco, l'énigme d'une vie. Rumors, nuit blanche au sommet. Et quelle nuit! Là, on entre dans un monde encore totalement différent. C'est un film de Guy Maddin,
réalisateur canadien qui a 69 ans, et dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas ordinaire. Il a fait une petite vingtaine de films, moi j'avais jamais entendu parler de lui, des longs métrages et de nombreux courts métrages, et les adjectifs qu'on utilise pour décrire ces films, c'est dépaysant, foisonnant, déconcertant, d'une imagination débordante. On est prévenu. Cela dit, Rumor est considéré comme le plus accessible de ces films. C'est rassurant. Alors, il nous emmène à une réunion du G7, une réunion au sommet, qui se tient en Allemagne, dans une ville balnéaire. Le cadre est magnifique, comme toujours pour ces réunions-là. On y remarque le président des États-Unis, dans lequel on reconnaît un Joe Biden, c'est pas étonnant, pas très en forme, et bizarrement qui parle un anglais des plus british. Et Madine a vraiment demandé au comédien de garder son accent britannique. Le comédien, c'est Charles Dance. Donc surtout pas d'accent américain, pour le président des États-Unis. Bon. Il y a aussi Kate Blanchett, en Angela Merkel, mais alors très très glamour. Alicia Vikander, en présidente de la Commission européenne, qui parle une espèce de volapuc que personne ne comprend. Et Denis Ménochet, qui joue bien sûr, avec toute l'arrogance nécessaire, le rôle du président français. Bref, voilà que leur dîner tourne au cauchemar lorsqu'ils découvrent que les téléphones sont muets, que la ville semble avoir été totalement abandonnée, qu'ils sont complètement laissés à eux-mêmes. Alors ils sortent de leur palace et vont dans la forêt pour voir s'il n'y a pas quelqu'un autour. Et là, ils voient apparaître des hordes de zombies boueux, dégoulinants, qui s'avèrent être des humains embaumés depuis 2000 ans et plus, subitement revenus à la vie. Et ces zombies, ils vont provoquer un tsunami énorme qui va changer le monde. Comment provoque-t-il ce tsunami ? Vous ne le devinerez jamais et je ne vous le dirai pas, mais vous verrez que l'imagination est vraiment débordante. Je ne vous en dis pas plus, c'est un film à tiroir, jubilatoire, pourvu qu'on entre dans le jeu de ce réalisateur vraiment très spécial. Nuit blanche au sommet. On va plonger tout de suite dans une ambiance bien particulière. Une bande-son que tout le monde connaît. Ça fait des années maintenant que tout le monde reconnaît cette bande-son et qu'on l'associe à deux mots, Mission Impossible. Et on va parler du Final Reckoning avec vous, Nathalie. Et oui, le dernier opus de la franchise à succès, réalisé par Christopher McQuarrie et mettant en vedette Tom Cruise dans le rôle d'Ethan Hunt. Le film est sorti fin mai 2025 et promet d'être une conclusion épique à la série. Alors l'histoire se déroule 2 mois après les événements du film précédent, avec Ethan Hunt qui cherche à arrêter l'intelligence artificielle, connue sous le nom de l'entité. Pour ce faire, il doit récupérer une clé cruciforme capable de trouver le code source de l'entité caché dans un sous-marin russe coulé. Donc c'est un film d'action et suspense. Tom Cruise lui-même fait les cascades et c'est ce qu'il aime. Il propose de livrer des séquences d'action intenses et des moments de suspense haletants, caractéristiques de la franchise Mission Impossible. Les fans de la série pourront retrouver des personnages familiers tels que Benji Dunn et le First Stickle, excusez-moi, ainsi que de nombreux personnages intéressants. L'intrigue aborde des thèmes pertinents tels que l'intelligence artificielle et les risques associés à son développement. Je pense que les spectateurs seront au rendez-vous. Voilà, un film où on se détend et où on attend avec impatience. Énormément d'action, ouais. Ouais. Et le dernier opus de cette série Mission Impossible, en tout cas... Ou pas. Ou pas, peut-être pas, oui. Avec Tom Cruise, on ne sait pas. Il fait toujours des cascades à 60 ans. Ah oui, absolument, voilà. Ouais.
On change radicalement d'univers cette fois-ci. Ah oui, puisqu'on passe aux frères Dardenne, avec leur dernier film, Jeune mère. Alors là, les frères Dardenne, leur film, c'est toujours un événement quand ça sort. On connaît leur palmarès, on sait qu'ils sont de fabuleux directeurs d'acteurs. Ces derniers temps, les critiques disaient un peu qu'ils ronronnaient, que c'était un peu toujours la même chose. On ne pourra pas dire ça de ce film, Jeune mère, puisque contrairement à leur habitude, c'est pas sur un seul personnage qu'ils vont se concentrer, mais sur 5 jeunes femmes. Au départ, ils avaient l'intention de faire sur une seule jeune femme leur film. Et puis, ils ont été tellement intéressés par l'ambiance qu'il y avait dans la maison maternelle où ils sont allés, que finalement, ils ont décidé de suivre 5 jeunes femmes qui sont tombées enceintes, comme on dit si bien, qui sont perdues, et qui vont dans une maison familiale, c'est en Belgique, à Liège. Et là, elles vont apprendre à s'occuper de leur bébé, bien sûr, mais on leur apprend aussi à faire la paix avec leur passé. On leur apprend à prévoir l'avenir aussi, à se sentir responsable vraiment de ce bébé, même si être responsable, ça veut dire qu'elle les confie à un foyer d'accueil. Et je crois qu'on ne peut que tirer son chapeau aux infirmières, aux psychologues, aux éducatrices qui entourent ces jeunes femmes, parce qu'elles font un travail absolument extraordinaire. Les 5 jeunes comédiennes dénichées par Jean-Pierre et Luc Dardenne sont tellement convaincantes qu'on dirait presque un documentaire. On a l'impression qu'elles jouent leur propre rôle. C'est un film émotion, typique de Dardenne, caméra à l'épaule, pas de musique, pas d'esbrouf. C'est un film qui fait réfléchir parce qu'il nous montre avec bienveillance et respect une réalité sociale qu'on préfère souvent ignorer. Jeune mère au pluriel. Changement de nouveau radical. Cette fois-ci, on part pour un film plutôt à destination de la famille. Oui, tout à fait, la famille. Sans doute les parents accompagneront les enfants puisque c'est un classique de Disney qui a été adoré par beaucoup pour son mélange unique d'humour, d'aventure et de cœur. Il s'agit de Lilo et Stitch. Donc le metteur en scène est le même, Dean Fleischer-Camp, et il a commencé à faire parler de lui, le film, puisqu'il est déjà sorti et le box-office le classe déjà parmi les meilleures entrées. Les effets numériques sont impeccables, notamment pour Stitch, qui est parfaitement intégré aux acteurs live-action. Le design de Stitch est fidèle à l'original tout en ayant une touche réaliste. Maya Kealoha est une révélation. La jeune actrice qui joue Lilo est absolument bouleversante d'émotion et fait preuve d'un naturel et d'un talent impressionnant. Le film reste fidèle à l'œuvre originale tout en apportant quelques ajustements scénaristiques. Chacun son tour. Ça, je vais garder ça. Bienvenue pour rendre l'univers plus crédible dans ce cadre réaliste. Voilà, donc les fans de cette série seront au rendez-vous. C'est une belle réussite, l'histoire est drôle, touchante, dynamique et pleine de cœur. Critique positive et le film a déjà cartonné au box-office avec plus de 341 millions de dollars récoltés après son premier week-end. On parle un peu d'argent quelquefois dans ces grands films à succès. 341 millions de dollars en un week-end. C'est bien ça. C'est ça. Impressionnant. Allez, un peu de musique. Et pas n'importe laquelle. Je ne sais pas si vous avez des images qui passent devant les yeux, parce que tellement cette musique marquait les images qui l'accompagnaient. Ouais. Anna, tout le talent d'Ennio Morricone et toute la nostalgie du film Cinéma Paradiso.
qui sera présenté dans le cadre de Ciné Nostalgie au Saint-Joseph le jeudi 12 juin à 21h en VO. Alors, je ne vais pas vous raconter le film, on a tous tellement d'images de ce film en tête, mais je vais quand même vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire sur le début, parce que moi, j'avais eu tendance à oublier un petit peu le début. On est à Rome dans les années 80. Salvatore, joué par Jacques Perrin, est un réalisateur de cinéma riche et célèbre. Une femme lui apprend au téléphone la mort d'un certain Alfredo, ce qui va le ramener 40 ans en arrière, dans un petit village de Sicile, où il était pauvre et où on l'appelait Toto. Il revoit le cinéma paroissial, où il allait en cachette, avant d'être adopté par Alfredo, le projectionniste, Alfredo qui est devenu son ami. Et j'en dirai pas plus, parce que je suis certaine que toutes ces images, vous les avez qui reviennent. Philippe Noiret, qui est inoubliable. Ce film, c'est un véritable bijou. Certains disent un peu trop romantique, peut-être, mais ça fait tellement de bien. Alors, si vous voulez le voir, le revoir pour la énième fois sans doute, c'est donc au cinéma Saint-Joseph, que moi je considère un peu comme le petit cousin du cinéma Paradiso, le jeudi 12 juin à 21h. Jeudi 12, 21h, et on replonge dans l'ambiance musicale de ce magnifique film. C'était dans le cadre de Ciné Nostalgie, Cinéma Paradiso. Et on termine avec vous, Nathalie. Oui, nous allons parler de la séance du CLIC, qui est un dispositif initié par Pornic Aglo à destination des seniors. Les séances sont proposées à 15h le lundi 16 juin. Et nous allons présenter un film à succès, Des jours meilleurs. C'est une comédie dramatique avec des acteurs connus, Valérie Bonneton, Michel Larocque, et je ne citerai pas tous. L'histoire: à la suite d'un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses 3 enfants. Elle doit se soigner dans un centre pour alcooliques. À peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, 2 femmes de caractère bien trempées. Denis, qui est éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif, participer au rallye des dunes. Toujours un film léger, sympathique. Et qui parle d'un sujet grave. Aussi. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, allez au cinéma. Au revoir. Et je tombe